watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, c'est encore moi avec ma voix toute pétée. J'ai l'impression que c'est encore pire que dans l'autre vidéo. Veuillez m'excuser, ça ne s'arrange pas, hein, ma crève. Donc aujourd'hui, gros update sur l'affaire Justin Baldoni Blake Lively, car ça y est, c'est normalement enfin fini. Le juge a statué concernant cette histoire donc de dommages et intérêts, puisqu'ils ont accepté un accord à l'amiable. Il restait quand même encore la question des pépettes. Et ne vous fiez pas aux gros titres que vous avez pu voir, parce que la presse, comme d'hab, s'est enflammée pour encenser Blake, la faire passer pour une grande gagnante, alors que non, pas du tout. On va redescendre de quelques étages. Il y a quelques nuances, quelques subtilités qui n'ont pas été mises en lumière. Bon, déjà, il y avait eu une audience devant le tribunal fédéral de Manhattan le lundi 1er juin. Et lors de cette audience, les avocats des deux parties s'étaient affrontés sur l'article 47.1 du Code civil californien qui protège les personnes dénonçant publiquement des agressions du harcèlement ou des comportements inappropriés présumés contre les poursuites abusives. Souvenez-vous que cette histoire de loi californienne, Blake ne la lâchait pas, donc c'était vraiment un point de tension très important et assez épineux dans cette affaire. Donc voilà, c'était un petit peu la star du show, on va dire, cet article. Une des avocates de Justin Baldoni, Eileen Garofalo, a soutenu que Blake Lively tentait d'obtenir des dommages et intérêts en vertu de cette loi, alors même qu'elle avait accepté un règlement à l'amiable avant le procès. De ce fait, en abandonnant ses poursuites et son droit d'appel, elle n'a pas droit à des dommages et intérêts. Et donc dans ce cadre-là, quand ils ont conclu un accord à l'amiable, l'affaire a été réglée sans que Justin ni sa boîte de production Wayfarer n'aient à débourser un seul centime des 300 millions de dollars de dommages et intérêts qu'elle réclamait. Souvenez-vous, elle avait fait estimer ça par des experts en disant que oui, mais du coup, moi, j'ai payé ça, tous mes frais d'avocat, plus ça a plombé mes entreprises, Blake Brown, etc. Donc voilà, elle avait estimé une certaine somme de dommages et intérêts et elle avait demandé en plus des dommages punitifs double, triple. Enfin, c'était enflammé, quoi. L'avocate de Justin a déclaré au juge Liman que Blake Lively cherchait à contourner un procès annulé, mais il n'empêche que le litige, il porte vraiment sur la charge de la preuve qui incombe en vertu de cet article 47.1 et sur la possibilité pour Blake Lively de réclamer le remboursement de ses frais d'avocat et les autres frais. Donc il fallait que le juge Liman réfléchisse à tout ça. Donc il a écouté les arguments des deux parties, il a clos l'audience en informant les avocats que l'affaire était en délibéré. Mais juste pour que vous ne soyez pas trop perdus, concrètement, qu'est-ce que c'est la loi 47.1 ? Alors justement, il y a Victoria Burke qui s'est exprimée sur le sujet. Elle a contribué à créer une loi californienne destinée à protéger les victimes de violences ou de harcèlement contre les poursuites de représailles. Donc cette femme-là, Victoria Burke, elle est à l'origine de cette loi 47.1 que Blake Lively veut faire appliquer dans son cas. Alors l'idée est simple, on a une victime qui accuse quelqu'un d'agression ou de harcèlement eh bien la personne accusée, si elle la poursuit ensuite pour diffamation afin de la faire taire ou de l'intimider, eh bien là, la victime en se défendant, si elle gagne, elle peut récupérer ses frais d'avocat et éventuellement obtenir des dommages et intérêts. Le but de cette loi étant d'éviter qu'une victime soit ruinée financièrement parce qu'elle a parlé. Et donc Victoria Burke, elle a pris la parole publiquement. Et en fait, elle reproche certaines choses à Blake Lively. Selon elle, l'équipe de Blake essaierait d'obtenir les avantages prévus par cette loi alors que les conditions ne seraient pas réunies à ses yeux. Pour elle, Blake n'a pas gagné un procès sur le fond, il n'y a pas eu de jury, les faits n'ont pas été établis devant un tribunal et certaines de ses propres réclamations ont été abandonnées ou réglées avant jugement. Victoria Burke estime qu'on ne peut pas dire juridiquement que Blake a prévalu au sens où sa loi l'entend. Elle a même déclaré en substance « Ma loi n'a pas été écrite pour ça. Elle a été écrite pour une victime qui va jusqu'au bout du processus judiciaire et obtient gain de cause, pas pour une affaire qui se termine avant un procès. » Donc là, si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est que Victoria Burke, c'est donc l'une des personnes qui ont rédigé cette loi, mais
ça ne signifiait pas automatiquement qu'un juge, en l'occurrence le juge Liman, serait d'accord avec son interprétation. Car aux États-Unis, ce sont les tribunaux qui décident au final comment une loi s'applique. Donc là, il fallait vraiment séparer deux questions distinctes. Est-ce que Victoria Burke pense que Blake devrait bénéficier de la loi? Pour elle, c'est non. Et un tribunal peut-il malgré tout interpréter la loi autrement? Oui, c'est possible. Et donc, on en est arrivé à cette update du 12 juin. Ça y est, le juge a rendu son verdict sur 47 pages. Victoire partielle pour Blake Lively. Le juge Liman a ordonné à Wayfarer Studio, donc la compagnie de Justin Baldoni, de prendre en charge les frais d'avocat de Blake pour sa défense contre la plainte en diffamation déposée par Justin, qui s'était avérée infructueuse. Et c'est là justement où c'est très très important de bien comprendre cette phrase. Donc le juge Lewis Liman a statué que Blake était en droit de recouvrer ses frais de défense en vertu de la loi californienne donc de 2023 visant à protéger les victimes d'agressions S contre les poursuites en diffamation abusive. Le juge a toutefois rejeté la demande de dommages et intérêts triples et punitifs formulée par Blake, estimant que ces recours ne sont pas prévus par le droit fédéral. Dans un communiqué conjoint de ses avocats Ezra Hudson et Michael Gottlieb, donc l'équipe de Blake Lively, naturellement ils ont revendiqué la victoire, je les cite. Blake Lively a obtenu gain de cause sur sa requête en vertu de l'article 47.1 du Code civil. La décision rendue aujourd'hui établit clairement que Mme Lively a agi de bonne foi, qu'aucun élément ne prouve qu'elle ait agi avec malice et qu'elle est la défendresse ayant obtenu gain de cause au titre de l'article 47.1. Le tribunal lui accorde le remboursement de ses frais d'avocat. Madame Lively se félicite que son action en justice démontre comment l'article 47.1 et les lois similaires permettent aux victimes de demander des comptes à ceux qui instrumentalisent les attaques en ligne et les poursuites judiciaires abusives pour intimider et réduire au silence les victimes. Voilà, donc pour eux, Blake Lively, elle a fait du super bon taf, quoi, et le juge l'a reconnu, donc grande victoire. Mais je vais vous expliquer après. On a quand même Brian Freeman qui a répondu aussi à tout ça. Il a rétorqué que 10 des 13 accusations de Blake avaient été rejetées avant l'accord et qu'elle n'avait rien reçu en échange de l'abandon des 3 chefs restants. Il a affirmé qu'elle avait alors tenté d'exploiter une loi californienne établie pour protéger les véritables victimes dans une démarche qui s'est avérée vaine pour obtenir des dommages et intérêts. Donc il a déclaré lui aussi dans un communiqué, une fois de plus, Blake a échoué. Madame Lively n'a obtenu que le remboursement de ses frais d'avocat dans la limite d'une somme modique pour un seul grief dans le cadre d'une affaire qui n'a duré que quelques mois. Il n'y a eu ni harcèlement S, ni représailles, ni campagne de diffamation. Le tribunal l'a reconnu, le dossier en témoigne et nous l'avons maintenu depuis le début. Nous n'hésiterons pas à défendre à nouveau la vérité. Alors oui, il note effectivement toute la subtilité de la chose. En substance, ce qu'a raconté le juge Liman dans ces 47 pages-là de conclusion à tout ça. Blake peut donc récupérer en effet ses frais d'avocat au titre de l'article 47.1. Mais Blake n'a pas tout gagné. Le juge lui a accordé les frais d'avocat, mais pas les dommages triplés. Il a refusé les dommages punitifs. Il n'a donc pas suivi l'intégralité de la demande de Blake, qui réclamait 300 millions, n'oublions pas. Mais justement, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, si vous avez fait attention, on ne parle pas en plus de toute l'histoire entre Blake et Justin. Elle est là, la nuance très importante que beaucoup de gros titres ne mentionnent absolument pas. On ne parle pas de toute la procédure ni de toute la bataille médiatique. On parle uniquement des frais raisonnables liés à la défense contre la plainte en diffamation qui a été rejetée. Rappelez-vous, Justin Baldoni, il avait lancé 2 plaintes. Une plainte contre le New York Times pour diffamation qu'il avait déposée le 31 décembre 2024 devant la Cour supérieure de Los Angeles. Et il a également déposé une plainte de 400 millions de dollars contre Blake Lively, Ryan Reynolds et d'autres parties encore. Et ça, il l'avait déposé, cette plainte-là, le 16 janvier 2025. Et c'est de cette plainte-là uniquement dont on parle. C'est pour ça que dans le communiqué, quand Brian Friedman affirme que Mme Lively n'a obtenu
que le remboursement de ses frais d'avocat dans le cadre d'une affaire qui n'a duré que quelques mois. Et bah oui, il parle donc juste de cette plainte qui a été déposée le 16 janvier 2025 et qui a été rejetée le 9 juin 2025 par le juge Liman. Donc ouais, ça s'est étalé sur 5 mois. Donc le point important là à retenir, c'est que la demande de Blake au titre de l'article 47.1, il a été uniquement lié à sa défense contre cette plainte en diffamation déposée par Justin et Wayfarer en janvier 2025 et non à l'ensemble de la guerre judiciaire entre les deux parties. Pour cette plainte-là, il a estimé que effectivement la loi, elle fonctionnait. Mais ça veut dire que, encore une fois, quand on dit oui, Justin doit lui rembourser ses frais d'avocat, on avait estimé que dans cette bataille juridique, chacun avait dû débourser 30 millions de dollars. Bon bah là, c'est pas du tout les 30 millions de dollars que Blake va récupérer. Elle va juste récupérer les honoraires de ses avocats entre janvier 2025 et juin 2025. Et ça change toute la donne. Et en plus, il faut que ce soit des frais raisonnables. Ça veut dire que quand elle va faire son petit calcul de compta là et qu'elle va montrer au juge, bah voilà, donc de janvier à juin 2025, pendant que je me défendais contre la plainte de Justin Baldoni, voilà, mes avocats ils m'ont facturé tant. Ouais, enfin, cocotte, laisse-moi vérifier, quoi. Combien d'avocats tu payais à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment pour l'émotion de cette affaire-là, de cette plainte-là? Combien est-on facturé par heure? Donc, elle n'a pas intérêt à s'enflammer non plus sur les tarots parce que ça, le juge va le vérifier. Donc, voilà, en fait, la victoire de Blake Lively. Ça change tout, mais encore une fois, voilà, l'équipe de Blake crient sur les toits qu'ils ont gagné. Vous avez gagné une petite bataille dans toute cette guerre. Mais bon, ça vous fait plaisir. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a quand même pas que ça. Hein. Pourquoi, à votre avis, Blake Lively voulait autant d'argent, 300 millions de dollars? Vous allez me dire parce qu'elle est vénale. Oui, certainement. Mais apparemment, ils auraient des problèmes de thunes, Blake Lively et Ryan Reynolds. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait leur compte, mais apparemment, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Bon, déjà, comme je vous disais, hein, les marques de Blake Lively, ça marche pas des masses. Hein. Betty Buzz et Blake Brown, bah, c'est des flops. Ça fait pas beaucoup d'argent, quoi. Et en plus de ça, là, récemment, on a appris que Ryan Reynolds et Blake Lively avaient une dette envers leurs entrepreneurs qui sont chargés de construire leur maison de rêve et qu'elle n'était toujours pas terminée. Oh oui, vous avez bien entendu, ils ont contracté une dette de plus de 2 millions de dollars auprès d'entrepreneurs pour des travaux liés à leur vaste propriété située dans le nord de l'État de New York. Donc on a 5 entrepreneurs et sous-traitants qui affirment ne pas avoir été payés et ont donc enregistré des réclamations juridiques sur la propriété de 44 hectares du couple à Lewisboro le mois dernier. Et oui, ça, la presse mainstream n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est là. Alors la plus grosse créance provient de Flocon Incorporation, exerçant ses activités sous le nom de Flower Construction, qui réclame 1,35 million de dollars pour des travaux qui auraient inclus la charpente, les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, la plomberie, l'électricité, les cloisons sèches, la maçonnerie, l'étanchéité, la peinture et la menuiserie, bref, toute la baraque quoi. En fait, d'autres créances concernent ensuite la toiture en cuivre sur mesure, la fabrication de structures métalliques, la charpente brute, les travaux d'excavation géothermique, l'installation de fosses septiques. Donc voilà, oui, comme je vous dis, donc toute la maison, hein, vu qu'ils la construisent. Pourtant, ce projet était le fruit d'une véritable passion mûrie pendant 8 ans. C'était censé devenir leur maison de rêve, hein, leur maison pour toujours. Blake et Ryan avaient discrètement acquis la propriété de South Salem par le biais d'une boîte en 2018. 2 ans plus tard, ils ont ajouté une parcelle de 4 chambres d'une valeur de 1,6 million de dollars et 4 terrains en plus environnants. Et le projet, conçu comme un refuge géothermique et respectueux de l'environnement, comprenait donc une résidence principale de 1347 m², un pool house de 307 m², abritant une piscine de 93 m², une salle de sport de 158 m², ainsi que les systèmes d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Et donc la construction aurait été interrompue fin 2025 ou début 2026.
Bah ouais, parce qu'ils payent pas. Lors d'une audience de la commission d'urbanisme en 2022, Blake Lively avait exprimé avec enthousiasme son attachement à la propriété, la décrivant comme un paradis et le plus bel endroit du monde, et l'avait repéré depuis 2018, pour info. Elle avait dit: nous aimons tellement ce terrain, nous sommes si reconnaissants de posséder ce terrain, d'avoir autant d'espace et une telle intimité. Mais cette propriété est toujours inachevée. Selon certaines sources, les travaux sur cette luxueuse demeure ont commencé à ralentir vers la fin de 2025 avant de s'arrêter complètement début 2026. Et là, pour le coup, personne de l'équipe de Blake ou de Ryan n'a émis le moindre commentaire public sur cette affaire. Il n'y a pas de son, pas d'image. Mais du coup, la grande question, c'est pourquoi ils ne payent pas ces entrepreneurs? Pourquoi ils ne payent pas leurs créanciers? 2 millions de dollars, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Plusieurs hypothèses. Déjà, oui, effectivement, ils ont payé bonbon pour la bataille juridique et ils ne seront pas remboursés là-dessus. Ils seront remboursés qu'une toute petite partie. Avant ça, Blake Lively, bon, est-ce que c'était vraiment une actrice rentable? Je pense pas qu'on puisse la classer dans cette catégorie. Oui, elle a fait Gossip Girl, mais ça commence à dater, quoi. Après, elle a pas fait des films qui ont cartonné de ouf au box-office. Donc, on peut pas vraiment parler d'elle comme d'une actrice hollywoodienne rentable. En revanche, son mari, Ryan Reynolds, lui, oui, il avait quand même prouvé son talent pour transformer tout ce qu'il touche en or, selon certains. On parle des secteurs des spiritueux et des communications. Donc, Aviation Gin, qui avait été racheté par Diageo pour 610 millions de dollars en 2020, ainsi que Mint Mobile, qu'il avait aussi créé et qui a été vendu par T-Mobile pour 1,35 milliard de dollars en 2023. De son côté, Blake Lively, avant tout ce bazar, sa marque Blake Brown, lancée chez Target en août 2024, était largement pressentie comme le prochain grand succès de l'enseigne dans le domaine de la beauté, avec des projections tablant sur une valeur de marque de 100 millions de dollars. Bon, on a bien vu, il n'en fut rien du tout. La marque a été lancée en plein cœur de la tourmente provoquée par l'affaire Baldoni, et les chiffres ont rapidement dressé un tableau sombre de la situation. Selon un journal qui a analysé les données de vente de Target, Blake Brown a généré plus de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires dès son premier mois, et au moment où Blake a déposé sa plainte et où Justin a contre-attaqué début 2025, les ventes hebdomadaires ont chuté à un niveau tel que la marque n'apparaissait même plus parmi les 50 meilleures marques de soins capillaires de Target. Une source proche du dossier a confié que la marque était passée de 100 millions de dollars à 15 millions de dollars, qualifiant la situation de quasi inexistante chez Target. Les ventes avaient dégringolé de plus de 87% par rapport à leur niveau record. Alors oui, mais il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est qu'elle a fait le lancement de cette campagne de soins capillaires pile pendant la sortie du film Jamais plus. Et ça, c'est pas passé. En plus, après ça, les gens justement qui se sont jetés sur ces produits, au début ils étaient emballés, c'était un peu la hype et tout, puis finalement ils se sont rendus compte que les produits ne tenaient pas leurs promesses. J'en avais parlé de ça il y a très longtemps. Enfin, je vous avais rapporté quelques revues sur justement ces produits-là, donc des filles sur TikTok, tout ça, voilà, qui avaient testé. C'était pas fou, ils étaient pas emballés, quoi. Et suite à ça, elle a porté plainte contre Justin. Quand Justin effectivement s'est défendu à son tour contre elle et qu'il a sorti toutes les preuves, là l'opinion publique a basculé. Donc forcément, je crois que là les gens avaient encore moins envie d'acheter ces shampoings, quoi. Mais Ryan aussi, il en a pris un coup quand même par rapport à ses marques avec toute cette histoire. Aviation Gin et Mint Mobile ont également subi une baisse de la demande et ont dû interrompre leur campagne publicitaire durant cette période de crise. Donc peut-être que justement tout ça, ça justifiait la somme astronomique que Blake réclamait à Justin. Sans oublier autre chose, c'est le club Wrexham. Donc ça, c'est le club de foot de Ryan. Oui, le club perd de l'argent. Et on peut considérer que c'est à peu près volontaire à ce stade, car si on regarde vraiment objectivement la situation, les chiffres récents montrent que Wrexham génère environ 33 à 44
4 millions de livres de revenus par an. Mais ils enregistrent encore des pertes importantes. On a vu par exemple moins 14 à moins 15 millions de livres de pertes annuelles et parfois davantage sur plusieurs saisons cumulées, environ moins 30 livres sur 3-4 ans selon les estimations. Mais ça n'est pas pour autant un club en crise. Ces pertes, ça ne veut pas dire que le club est en danger. Ces pertes, elles viennent surtout de la hausse massive des salaires pour les joueurs et le staff, des travaux du stade et des infrastructures, des recrutements pour monter en division, des primes et promotions, ça c'est quand même assez coûteux, ainsi que des investissements en marketing et mondialisation. Donc en résumé, oui, ils dépensent plus vite qu'ils ne rentrent de l'argent, mais c'est volontaire et c'est une stratégie classique qui est en gros investir pour exploser rapidement. Chaque montée de division augmente les revenus, la valeur du club explose, donc là il y a une valorisation estimée à plus de 400 millions de dollars et les revenus TV et sponsors montent fortement avec les divisions. Donc ils perdent de l'argent comptable, mais ils gagnent en valeur d'actifs. Notons aussi que Ryan Reynolds et son associé là, Mac Elleney, ils ont injecté des fonds via des prêts et investissements privés. Une partie des dettes du club a été remboursée ou restructurée grâce à eux et à des investisseurs. Apollo notamment. Donc ce n'est pas l'argent du club seul, c'est un mélange d'investisseurs privés, de revenus commerciaux et de dettes structurées. Donc quand on dit que le club perd de la thune, non c'est pas que le club, voilà, c'est tous ces acteurs-là. Il avait également été question de l'argent du contribuable qui se faisait la cerise du coup dans ce club. Alors oui, il y a eu de l'argent public injecté dans le club, mais pas pour payer les pertes du club, si vous voulez. Ce qui existe, et ce qui est autorisé, qui est normal, ce sont les subventions publiques, soit environ 3,8 millions de livres de subventions publiques liées à la rénovation du stade et projets urbains dans un cadre de requalification économique locale. L'argent du contribuable, ça n'était pas pour combler les pertes du club, c'était pour l'infrastructure, le développement urbain, afin que le stade y soit utilisable pour des événements internationaux. Donc voilà déjà pour ce qui est de Wrexham. Autre chose aussi qui leur est tombé sur le coin de la coigne là très récemment, ce sont des plaintes pour des histoires d'accidents. Ça aussi, personne n'en parle. On parle d'un litige juridique lié à un accident de la route à New York. Et au centre de cette affaire, on a une plainte qui réclame jusqu'à 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Et en quoi ça concerne Ryan Reynolds? Eh bien parce que le véhicule qui a été au cœur de cet accident, il est rattaché à une boîte qui appartient à Ryan Reynolds, tout simplement. Alors l'affaire remonte en mars 2024 lorsqu'une collision se produit à Manhattan, près du quartier de Tribeca, non loin de là où habite Ryan Reynolds. Et donc selon la plainte, une Tesla immatriculée au nom d'une société associée à Ryan Reynolds était conduite par une employée nommée Olivia Philippe. Au même moment, un autre véhicule circulait dans la même direction sur West Street. Ce véhicule faisait partie du programme Access a Ride de la ville, un service de transport destiné à aider les personnes qui ne peuvent pas utiliser les transports publics classiques en raison d'handicap physique, cognitif ou autre. Et donc ce véhicule Access a Ride transportait un conducteur et 2 passagers au moment de l'accident. Et donc la plainte a été déposée par l'un de ces passagers, Taji Toki Kelly, qui affirme avoir été blessé lors de la collision. Donc selon cette plainte, le véhicule Access a Ride circulait vers le sud dans la voie de gauche lorsque la Tesla s'est insérée devant lui depuis la voie du milieu. La Tesla se serait ensuite arrêtée brusquement à un feu rouge et comme la chaussée était mouillée, le conducteur de l'Access a Ride n'a pas pu freiner à temps et a percuté l'arrière de la Tesla. Les rapports de dommages indiquent que la Tesla a subi des dégâts au pare-choc arrière tandis que le véhicule Access a Ride a été davantage endommagé à l'avant. Au moment de l'accident, la conductrice de la Tesla n'aurait pas fourni de pièces d'identité ni de permis de conduire sur place, présentant uniquement des documents liés à l'immatriculation et à l'assurance du véhicule, rattaché donc à Ryan Reynolds. Et donc ce détail est devenu
ensuite important lorsque les avocats ont cherché à déterminer qui était responsable et quelles entités devaient être poursuivies. Et comme la Tesla était détenue via une société holding associée à Ryan Reynolds, société d'ailleurs identifiée dans les documents sous le nom de Walker Holdings LLC, et la responsabilité juridique s'est étendue au-delà du seul conducteur. Selon les règles classiques de responsabilité, le propriétaire d'un véhicule peut être tenu financièrement responsable des accidents causés par une personne autorisée à le conduire, en particulier s'il s'agit d'un employé. Donc vous l'aurez compris, par conséquent, la plainte vise à la fois la conductrice de la Tesla et la société liée à Ryan Reynolds. Autre chose, au départ, le rapport d'accident ne mentionnait pas de blessures confirmées ni d'enquête policière majeure. Mais la plainte déposée des mois plus tard raconte une version différente. Le plaignant affirme que l'accident a causé des blessures personnelles graves et permanentes, ainsi que des pertes économiques dépassant ce que les assurances standards couvrent. C'est pour ça donc qu'on parle de 5 millions de dollars, incluant une compensation pour des blessures jugées durables et profondément invalidantes. La plainte a été modifiée 2 fois avant que la boîte de Ryan Reynolds ne soit officiellement ajoutée comme défenderesse, et au moment du dépôt officiel en octobre 2024, la demande de 5 millions de dollars était déjà formulée, même avant que le lien avec Reynolds ne soit rendu public. Donc preuve que c'est pas parce qu'ils savaient que Ryan était derrière qu'ils ont demandé autant de thunes. Non, l'affaire implique désormais plusieurs parties: le passager plaignant, le conducteur de l'Accessoride, la conductrice de la Tesla, ainsi que les sociétés liées au véhicule, les deux, et au programme de transport. Donc le plaignant doit pouvoir prouver, selon la loi de New York, son incapacité permanente ou incapacité importante, une limitation des activités quotidiennes, ainsi que des dommages médicaux sérieux et durables. Sans cela, l'indemnisation, donc les 5 millions, ça sera fortement réduit. Si le dossier va jusqu'au jugement, un jury peut répartir la faute entre plusieurs acteurs, ou alors chaque partie paiera une proportion des dommages, ou alors pas une seule personne ou entreprise ne serait forcément entièrement reconnue responsable. Là, dans l'état actuel de l'affaire, le dossier est toujours en cours, il n'y a pas de décision finale. Il peut encore y avoir un accord passé à l'amiable ou un procès. Donc ce qui semblait être un simple accident de voiture est devenu un litige complexe à plusieurs parties, vous l'aurez compris, qui mêle assurance, responsabilité civile et structure d'entreprise, avec un enjeu financier et des accusations de blessures permanentes. Donc voilà également cette affaire qui entache Ryan. Mais bon, c'est pas grave, malgré tout ce qui leur arrive, ils gardent le smile. Blake et Ryan en témoignent ces clichés, pris la veille de la décision rendue du juge Lehman dans l'affaire Justin Blake-Lively. Alors, cliché soi-disant pris par des paparazzi, on voit que c'est pas du tout orchestré, c'est hyper naturel. Ils sont en train de se balader en amoureux, le nez au vent, savourant la douceur de vivre avec des chaussures tellement confortables que Ryan finit par prendre sa dulcinée sur son dos. Ça, c'est très naturel. Non, trop pas, on l'a compris, c'est complètement orchestré pour montrer que Blake et Ryan, ils ont encore une vie sociale. Ils avaient été manger au restaurant juste avant, tout ça. Ils se promènent comme tout le monde dans les rues de New York. Voilà, c'est Sex and the City, en amoureux. Ils font des photos avec des fans, mais vous noterez quand même le mutisme des paparazzi. Personne ne braille, ne gueule. Alors Blake, avec Justin, machin. Non, pas un mot. Forcément, c'est complètement orchestré, quoi. Donc, mais les gens ne sont pas dupes. Les gens s'en sont rendus compte que ça avait l'air fake, mais tellement fake. La main aux fesses, Ryan qui tourne la tête avec un petit air mutin à ce moment-là. Je te porte sur mon dos et tout. Oh là 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 là, ils en font des caisses. Les gens ne sont pas dupes, on s'en est rendu compte. Oui, c'est un coup de com' pour montrer que tout va bien, tout va très bien. C'est un couple encore archi fun, hyper amoureux, hyper relatable. Voilà, ils passent des soirées comme tout le monde, sans chauffeur, sans garde du corps. Monsieur, madame, tout le monde, en somme. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que je me demande vraiment si toute cette histoire Justin Baldoni, Blake Lively est terminée, parce qu'avec Blake, je sens qu'elle est capable de tout.
on le sait. Donc je me demande si elle va pas continuer à chipoter en disant d'accord, là j'ai gagné pour le procès en diffamation, la plainte de Justin et tout, mais quand même tout le reste du temps aussi, je n'ai fait que dénoncer la vérité, donc je mérite que Justin paye pour avoir pris la parole, mais défendu, patati et patata. Je sais pas, franchement, à sa place, c'est bon. Laisse couler le mérinos. Liman, il a rendu sa décision. Tu voulais jouer sur la loi californienne, et bah il t'a écouté, sauf que bah oui, ça rentrait que dans le cadre de quelques mois de procédure, pas dans tout le schmilblick dans lequel tu t'es embarqué. Bah voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu, gagné, ça dépend de quel point de vue tu te places. Maintenant, on va peut-être passer à autre chose. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je trouvais ça vraiment utile et nécessaire de bien vous préciser la nuance dans cette affaire parce que là, ça y est, je vois les gros titres de partout et ça m'énerve de dire Blake Lively a gagné, mais pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, il compte sur l'ignorance des gens pour faire croire que Blake est la grande gagnante dans cette histoire. Mais non. Voilà les amis. Mais écoutez, encore désolée pour ma voix. Ça a été une horreur de faire cette vidéo. J'ai fait que de tousser. J'ai fait que de recommencer tellement que ma voix part complètement en cacahuète. Donc je vais m'arrêter là. Désolée encore pour la voix dégueulasse. J'espère vraiment que ça va vite mieux aller parce que j'en peux plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.